Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, amis fidèles du réseau de la diaspora 24 heures sur 7. Bienvenue sur votre site que vous avez déjà pris l'habitude de suivre. Comme vous savez, les réseaux de la diaspora, c'est une initiative qui a vu le jour ici à Toronto et qui traite de réalités de peuples de diaspora sur le plan économique, éducatif, social, professionnel, politique et autres. Alors aujourd'hui, j'ai un grand privilège de recevoir un grand monsieur de la diaspora congolaise vivant ici à Toronto. Alors j'ai avec moi dans ce podium Dr Mwamba Tchibangu, que vous voyez bien entendu à ma gauche. Il est rédacteur et éditeur de plusieurs livres dont il parlera tout à l'heure. Mais avec lui, nous discuterons aujourd'hui d'un sujet que vous connaissez pour nos amis de Toronto. Il s'agit bien entendu du mouvement citoyen congolais qu'on a vu en action ici à Toronto depuis un certain nombre de mois. Et on va parler de leurs actions, de leurs activités, des perspectives d'avenir en tant que telles. Docteur, bonjour et bienvenue sur notre podium. Oui, merci, bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Bien sûr. Il faudrait peut-être vous présenter davantage avant que nous rentrons vraiment dans le vif de notre sujet du jour. Oui, en fait, je suis, comme on me l'a présenté, Mwamba Tchibangu, je suis auteur des 3 livres déjà. Il y a d'autres 2 livres qui sont en préparation. Et puis ensuite, du côté social, je m'occupe je suis le coordonnateur du mouvement citoyen congolais. Et ensuite, je suis le coordonnateur aussi du tutorat que nous donnons aux enfants de la diaspora, aux enfants de la communauté. Voilà, en bref, donc c'est cela. Ok. Donc, Dr Mwamba, comme je l'ai dit, pour ne pas répéter, il est coordonnateur de ce qu'il vient de dire, mouvement citoyen congolais. Docteur, avant d'entrer bien entendu dans les détails, c'est quoi le mouvement citoyen congolais? Oui, moi je mettrais l'accent sur les citoyens. En fait, quand on parle du mouvement, c'est un mouvement, et quand on dit citoyen, c'est-à-dire c'est un mouvement vraiment qui inclut la participation des citoyens. Et dans ce cas ici, c'est la participation des citoyens congolais. Pourquoi est-ce que les citoyens congolais doivent participer, se réunir? Il y a bien des raisons qui nous poussent à agir, à interagir. Et l'une des raisons, c'est que nous devons nous occuper de la politique. Puisque comme on dit souvent, si nous, on ne s'occupe pas de la politique, si nous, on s'éloigne de la politique, c'est la politique qui va s'occuper de nous. Alors, il est très important que la population congolaise particulièrement puisse s'impliquer dans la chose publique, puisse avoir un pont avec le pays. Donc, c'est en cela que se résume le mouvement citoyen, c'est-à-dire c'est un mouvement qui est actif sur le terrain, qui pousse les Congolais à prendre conscience de leur situation sociale, économique et politique. Donc c'est dans ce sens-là que nous agissons. On a mené beaucoup d'actions, on aura l'occasion d'en parler tout de suite. Est-ce que, docteur, quand vous dites le mouvement citoyen, il n'englobe que citoyens, c'est-à-dire les ressortissants congolais, ou vous avez aussi des parce que quand vous parlez des citoyens dans la diaspora congolaise ici à Toronto, je sais que vous avez par exemple des Congolais qui ont des points de vue politiques qui divergent, vous avez des gens qui ont des confessions religieuses qui divergent, ainsi de suite. Est-ce que le mouvement englobe aussi bien la société civile ainsi que d'autres tendances, que ce soit religieuses, politiques ou résistance, parce qu'il y a aussi des Congolais qui se sont établis comme des mouvements de résistance en tant que tels? C'est une très bonne question. En fait, le mouvement est a priori un mouvement ouvert. Il est vraiment ouvert, largement ouvert à tous. Maintenant, en ce qui concerne les tendances politiques, tout ça, chacun a la liberté de penser ce qu'il veut ou bien d'appuyer tel ou tel autre parti. Mais notre but, c'est vraiment de rassembler tout le monde. On peut arriver, et c'est ça qui fait qu'on n'avance pas tellement, parce qu'on ne se met pas d'accord sur les fondamentaux. Quand je parle de fondamentaux, c'est quoi? Qu'il y a de ce point-là, que tout le monde, que tu sois de gauche ou de droite, que tu sois de telle tendance religieuse ou autre, tout le monde devrait se mettre d'accord. Parmi ces choses-là, nous devons dire le respect de la démocratie, le respect des droits humains. Ce sont des choses sur lesquelles on ne peut pas transiger. Ce sont des choses pour lesquelles tout Congolais ou tout être humain devrait en principe se mettre d'accord. Donc notre but est de pousser vraiment les gens à une convergence de telle sorte que, au moins sur quelques points, nous puissions parler un même langage. Je ne pense pas que ce soit difficile à faire. C'est toujours possible. Il y a des critères qui sont simples. On s'est dit, qu'est-ce qui est bon? Ce qui est bon pour toi, ça sera bon aussi pour moi. Donc nous nous basons sur des règles vraiment simples. On s'est dit, qu'est-ce qui est bon pour notre pays? Qu'est-ce qui est bon pour nous ici? Donc, dans la mesure où on peut être capable de discerner le bien et le mal, je crois que nous nous plaçons au milieu pour dire, écoutez, nous tendons vers le bien, nous tendons vers le progrès, nous tendons à amener les gens vers ce qui peut amener le pays à aller de l'avant, à aller vers un développement durable.
Est-ce que les Congolais ainsi que les amis du Congo doivent comprendre le mouvement comme étant une organisation ou une structure qui ne tient compte que de la situation au niveau du Congo, ou ça parle aussi du bien-être des Congolais ici? Votre champ de compétences commence où, se limite où? Parce que oui, ça c'est une bonne question aussi, hein, dans la mesure où nous ne sommes pas que nous, comme mouvement ici sur le terrain. Il y a des associations congolaises qui sont sur le terrain. Alors, les associations congolaises ont la particularité d'être apolitiques. La particularité d'être apolitique, donc on laisse à ces associations-là s'occuper de ce qui est apolitique, s'occuper du social et tout ça. Mais nous, c'est vraiment, c'est basé, c'est axé essentiellement sur la politique. Cela ne veut pas dire qu'on ne va pas faire autre chose. La politique englobe tout. Dans la mesure où la politique englobe tout, donc ça dit que si on s'occupe de la politique, on s'occupe aussi du social, on s'occupe aussi de tout. Mais prioritairement, nous focalisons sur l'aspect politique, parce que nous croyons, et c'est ça aussi la raison d'être du mouvement, que si tout marche bien au niveau de la politique, le reste suivra. Donc c'est ça. Donc notre mouvement est ouvert à tous, je l'ai dit, et notre mouvement interagit aussi avec d'autres associations, avec d'autres communautés. C'est-à-dire qu'il n'est pas seulement fermé aux Congolais. D'ailleurs, pour dire, nous sommes en train de mettre en place ce qu'on a appelé les Amis du Congo. Et déjà, il y a une structure qui est déjà avancée au niveau du Parlement canadien, où il y a l'honorable Jim qui est là, avec Karis Janis, oui, qui est là, avec certains de ses compères du Parlement, qui sont à 4, et maintenant le groupe va bientôt s'élargir pour former un groupe qui va commencer à parler du Congo. Puisqu'en fait, ce qui nous manque beaucoup, c'est vraiment avoir un lobby, les gens qui parlent aussi au nom du Congo. On a vu d'autres personnes parler de tel ou tel autre pays, mais nous, on n'a pas des gens qui peuvent porter à cœur la cause du Congo. Et on le sait très bien que le Congo a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire valoir, et le Congo a besoin aussi d'un soutien. Donc ce ne sont pas les amis du Congo qui manquent, mais tout simplement notre présence va signifier quoi? Va signifier qu'on va amener autour de nous les gens qui pensent comme nous, les gens qui sont prêts à aider le Congo. Ok. Mais docteur, quand vous regardez l'évolution du mouvement, je sais que c'est depuis... Bon, vous avez une autre initiative avant, et puis c'est presque vers le mois de novembre, après la situation catastrophique qu'on a vue au travers de l'élection du 28 novembre, qu'on a vu vraiment le mouvement s'activer en tant que tel. Beaucoup de gens, vous avez eu beaucoup de marches, beaucoup de Congolais, c'est vraiment tout le monde qui pouvait sentir que les Congolais avaient pris la décision de ne plus se laisser faire comme c'était le cas auparavant. Quand vous regardez le mouvement aujourd'hui, est-ce que vous sentez toujours cet élan? Est-ce que vous sentez un découragement du fait qu'il n'y a peut-être pas d'évolution comme les Congolais souhaitent? Quels sont vos pronostics par rapport à l'évolution du mouvement jusqu'à date? Votre bilan en fait. Non. Le mouvement est toujours là, très présent sur le terrain et très vif aussi, par les actions que nous entreprenons. Il faut bien dire qu'on le savait déjà, on savait, bon, quand on s'est levé debout, et ça c'est quelque chose qu'il faudra applaudir très fort d'ailleurs, parce que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vécu, voir le peuple de la diaspora se mettre debout comme un seul individu pour revendiquer la vérité des urnes. Parce qu'on s'est dit, ça ne peut pas marcher comme ça. Si nous disons que nous sommes indépendants, si nous disons que les gens ont la liberté de voter pour qui ils veulent, alors il faut laisser les gens faire. Ça n'a pas été le cas. Il y a eu hold-up électoral, un coup d'État pratiquement qui a été perpétré par Joseph Kabila, qui a volé les élections qui ont été gagnées par M. Etienne Tshisekedi. Alors là, une fois de plus, le peuple congolais a pris conscience des droits qu'ils ont de s'exprimer librement, d'aller voter librement pour qui ils veulent, se sont mis debout. Et c'est dans cette optique-là que le mouvement a agi. On a fait beaucoup de marches. Nous sommes l'un des mouvements, sinon le plus, qui a fait vraiment beaucoup de marches sur le terrain. On en a fait 14-15 qu'on a fait. Donc on s'attendait à un certain moment, étant donné que la situation n'a pas bougé du tout sur le terrain, on s'attendait à un certain moment à un essoufflement. Mais nous on savait, c'était prévu dans nos actions, qu'après cette phase dynamique de présence sur le terrain, puisqu'il faut bien le dire, il fallait marquer notre présence sur le terrain. Désormais ici,
tout Torontois ou tout Canadien qui a suivi ce qui s'est passé au pays et qui nous a vus à l'œuvre, ils savent désormais qu'il y a un problème. Ils savent désormais que les Congolais sont là et les Congolais sont debout pour parler de leurs droits. On savait, ça c'était une première étape, mais on savait aussi qu'il y aura une deuxième étape. Donc ça veut dire qu'il faudra qu'on revoie, et on a déjà revu ça, nos stratégies, pour faire de sorte que maintenant, nous ne puissions pas tellement miser sur les actions de riz, mais maintenant il y a d'autres actions que nous devions mener et nous sommes en train de le faire. Et ça porte aussi de fruits, c'est-à-dire qu'il y a des contacts avec des personnes clés, du lobbying, à travers des lettres que nous faisons, à travers des groupes, à travers des sociétés minières. Donc nous sommes en train de faire beaucoup d'actions. Donc notre bilan est positif et même largement positif. Et on a vu l'effet de ce que nous faisons ici, à travers les sommets qui s'est tenu à Kinshasa. Et tout le monde a finalement embrassé notre cause. Alors qu'ils y sont allés, peut-être avec un autre esprit, mais étant donné la situation, étant donné la pression très forte que nous avons menée sur le terrain, le langage a changé. C'est un langage à notre faveur. Et nous espérons capitaliser sur cela pour pouvoir aller de l'avant. Avant de toucher légèrement à la situation du Congo, qui est d'ailleurs une des raisons, comme vous l'avez dit vous-même, de la raison d'existence du mouvement, est-ce qu'il y a un message pour les Congolais de Toronto? Je veux dire, est-ce que les Congolais comprennent que ce mouvement, pour subsister, a besoin des ressources spécifiques? Quelles sont ces ressources? Est-ce que ces ressources sont là? C'est contribuer? Ou vous pensez que, bon, finalement, il faut réveiller encore les Congolais, leur faire prendre conscience que le mouvement continue et les engagements doivent être confirmés? Non, là, décidément, il faudra éveiller, je dirais bien éveiller la conscience des gens pour dire que toute action politique ne peut se mener sans un fonds. Donc c'est-à-dire que sans une contribution financière. Et si nous voulons vraiment que notre action puisse aller là-bas, nous avons besoin du financement. Et pour la simple raison que toute chose que nous faisons engage de l'argent. Et comme on le dit si bien, l'argent c'est le nerf de la guerre. Donc ça veut dire que sans argent on ne peut rien résoudre. Alors nous comptons sur la conscience des gens. On sait qu'il faudra parfois qu'on aille toquer, qu'on interpelle les gens pour qu'ils puissent se cotiser. Mais je crois que les gens qui sont conscients, qui savent là où nous sommes et qui savent notre organisation, qui savent qui est la trésorière, ils peuvent toujours à tout moment, dès qu'ils ont quelque chose, envoyer, donner, sans qu'on puisse les interpeller. Mais dans tous les cas, il appartient à nous, comme mouvement, et aux membres du mouvement, de faire leur devoir, c'est-à-dire que de continuer, particulièrement je pense ici à la commission de finances, de continuer ce travail de terrain, d'interpellation des gens pour qu'ils puissent cotiser, puisqu'on le sait, cette cotisation ne sert pas seulement à nous autres ici, mais ça sert effectivement pour les besoins sur le terrain, puisque comme on l'a vu, durant la période chaude des élections, il y a eu vraiment besoin d'argent parce qu'il y avait les gens qui étaient touchés, il y avait les gens qui étaient blessés, il y avait des gens qui étaient tués et il y avait une nécessité d'envoyer de l'argent et notre contribution a beaucoup compté sur ce qui a été fait sur le terrain. Donc vraiment je prie les gens qui nous écoutent et qui nous suivent de se dire le mouvement est là et pour que le mouvement puisse vivre, il ne peut pas vivre sans votre aide, sans votre participation. Donc participation physique, participation financière aussi. Donc ce sont les deux choses qui doivent marcher ensemble. Bien entendu. Alors, docteur, nous continuons bien entendu avec notre entrevue et je voudrais toucher un peu, peut-être de loin, la situation du Congo. C'est vrai, nous avons vu les élections se tenir le 28 novembre. On a tous les rapports, que ce soit les rapports des experts de l'ONU, la Commission européenne avait envoyé leurs experts comme observateurs, les Canadiens avaient 6 observateurs sur le terrain. Tous ces observateurs ont fait état des élections qui n'étaient pas transparentes. Mais Kabila a été proclamé président, il a prêté serment sous prétexte que partout en Afrique, il y a toujours des problèmes autour des élections. Cela ne sous-entend pas nécessairement qu'ils n'avaient pas gagné les élections. Quelle est votre lecture de cet état-là, tel qu'il se présente jusqu'à date? Non, mais nous vivons une véritable crise. Je ne sais pas si le pays a déjà vécu une crise comme celle que nous sommes en train de vivre maintenant. Puisqu'en fait, qu'on se le dise bien, on parle de Kabila comme président, mais nous avons en réalité 2 présidents. Un président élu qui a prêté serment, un président non élu, ou bien un président qui s'est imposé par la force des armes, qui a prêté aussi serment. Donc, c'est une situation politique qui est là, qu'on ne peut pas ignorer. Et tous le savent bien. Tous le savent bien. Ils savent que tant que la situation ne sera pas débloquée, tant qu'il n'y aura pas de décrispation de la situation, on ne peut pas se dire que les choses iront pour le mieux au pays. En fait, on voit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans les mécanismes qu'ils ont mis en place. Donc, pour revenir aux élections elles-mêmes,
Les élections ont été entachées des irrégularités monstrueuses. Jamais on a vu une élection qui a été aussi mal organisée comme celle-là. La fraude était vraiment à ciel ouvert, comme je l'ai dit dans un de mes articles. C'était tellement patent, c'était tellement ouvert qu'on n'avait pas à dire la fraude était là, visible. Et ce qui est frappant aussi, c'est que la fraude provenait d'un seul côté, d'un seul individu. C'est-à-dire que s'il y avait fraude, on n'avait pas vu, par exemple, de faux bulletins ou de camérés ou d'autres participants ou de même. Chaque fois qu'il y avait fraude, c'était toujours Joseph Kabila qui était en jeu. Donc on sait qu'il a vraiment essayé de frauder massivement, mais malgré cela, ça n'a pas marché. Et puis c'est qu'ils ont vraiment oublié dans ce qu'ils ont mis en place comme règle du jeu, c'était dit qu'après les élections, après les dépouillements, on allait afficher le PV. Donc ce qui fait que, d'une façon ou d'une autre, les résultats des élections étaient connus avant même qu'on les publie officiellement. Donc par exemple, les PV dans les bureaux les PV dans les bureaux de vote, dans chaque bureau de vote. Donc il suffisait qu'on termine, on signe le PV, donc tous ceux qui étaient témoins là-bas savaient les résultats d'office, et puisqu'il fallait se conformer à la loi, ces résultats-là étaient affichés. Devraient être affichés avant même de les expédier. Donc il y avait une copie qui était affichée, une copie qui était expédiée. Maintenant c'est au niveau de la compilation générale qu'ils ont tout chamboulé. Mais malgré cela, les vrais résultats sont connus. Et même quand ils ont publié les résultats, ils n'ont pas produit de PV. Alors qu'en réalité, ils devaient produire les résultats et le PV, accompagné de PV. Ça n'a pas été fait. Donc on sait en réalité ce qui s'est pas passé. Mulunda a tout simplement triqué les élections. Donc ce sont les élections non valables. Tu venais de le dire ici toi-même que beaucoup de ONG qui ont été sur place ont constaté en fait que les élections étaient désorganisées, qu'il n'y avait pas de transparence, il y avait beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Donc on ne peut pas dire que Kabila a remporté les élections, loin de là. Donc ce qui fait que nous sommes aujourd'hui dans l'impasse, et en tout cas on s'attend à ce que les choses bougent. On ne sait pas de quelle manière ça va bouger. D'ici là, on va aller vers une année des élections. Maintenant, la question que l'on se pose, et on va se la poser d'ailleurs, nous de notre côté en tant que mouvement, on se prépare déjà à organiser un colloque où on va se poser justement la question. Voilà, il y a un an que les élections ont eu lieu. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on tourne le dos vers l'impérium que les gens entendaient, ou bien on commence maintenant à se préparer aux échéances futures, puisqu'en fait, comme on le sait, le mandat est seulement de 5 ans. Donc il y a 6 l'année passée, il nous reste 4 ans, qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est ça un peu la question. Nous sommes là et puis on va voir, mais sinon nous de notre côté, on va s'atteler à tout faire ce que le mouvement pourra faire pour qu'on puisse éclairer les gens dans la suite des événements. Mais vous avez parlé, il faut qu'on parvienne à trouver une solution politique. Pour vous, mouvement, quelles peuvent être éventuellement des solutions politiques? Des compromis politiques? Vous parlez de l'impérium qui est le pouvoir à la personne qui avait gagné les élections, ou vous vous dites, comme vous avez dit, un an après, il faut bien qu'on trouve une solution et aller de l'avant. Quelles sont les différentes pistes de solutions que vous identifiez en tant que mouvement de pression? Qu'est-ce qui est acceptable pour vous? Il y a plusieurs avenues, il y a plusieurs avenues à explorer. La première, la plus évidente, c'était de restituer à la personne qui avait gagné les élections son droit le plus absolu. Donc quelqu'un qui gagne les élections, c'est cette personne-là qui devrait normalement avoir l'impérium, le devoir de diriger le pays. Cela n'a pas été fait. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On s'attendait à ce qu'il y ait l'impérium d'une façon ou d'une autre, puisqu'en fait l'article, je ne vais pas me tromper là, c'est 64 ou bien 64 de la Constitution. 64 de la Constitution dit bien que les gens qui s'arrogent de pouvoir par la force, on doit les contraindre à abandonner le pouvoir. Par quel moyen? Ça, moi, je ne peux pas spéculer là-dessus. En tout cas, que ce soit par la force, que ce soit par un soulèvement de masse, donc c'est quelque chose qui peut arriver. Donc ça, c'est la première avenue. Restituer le pouvoir aux gagnants, qui est M. Etienne Tshisekedi dans ces cas d'espèce. Ou alors, comme nous sommes en politique, aller vers un compromis. Mais ce compromis-là, ça se fera de quelle façon? C'est ça la grande question. Donc, s'il y a compromis, qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'en fait, n'oublions pas que dans l'histoire de ce pays, Kabila a été toujours reconduit. On a été au dialogue intercongolais. À Sun City. À Sun City, on l'a reconduit comme ça.
il y a eu le gouvernement 4+1, il a été reconduit comme ça. Maintenant, encore une fois de plus, si on va le reconduire, ce n'est pas qu'on ne veut pas le reconduire. Le problème, c'est qu'avec Kabila, c'est son bilan qui est désastreux. S'il avait, du moins, s'il pouvait vanter au moins un bilan positif, on dirait, ben écoutez, bon, ça marche, c'est quelqu'un qui travaille bien, tout ça. Mais on voit qu'avec lui. Non, il n'a rien fait. Laisse-moi te dire, Aimé, que moi, j'ai vu de mes propres yeux ce qui se passe, par exemple, dans un pays comme le Qatar. J'avais des larmes aux yeux. Il y a vraiment à comparer ce qui s'est fait là-bas et ce que chez nous on dit pouvoir faire. C'est vraiment de la rigolade. Ce qui se passe chez nous. On entretient, ou bien on aménage une avenue, un boulevard, on dit qu'on a fait, alors que le pays est grand et tout ça, il y a beaucoup de besoins et le pays regorge de beaucoup de richesses. En tout cas, par rapport à ce qu'on fait, par rapport aux moyens, c'est vraiment rien, c'est vraiment insignifiant. Donc c'est une goutte d'eau dans l'océan. Alors donc, le compromis avec Kabila, de quelle façon? Là, c'est vraiment le jeu politique qui est là. On laissera ceux qui sont sur le terrain, ceux qui sont habilités à le faire. Mais de mon côté, je me doute fort que s'il y a à faire un compromis, on puisse placer Kabila automatiquement président, on verra. Mais en tout cas, bon, il y a des situations là où on peut vraiment faire arriver un gouvernement d'union nationale avec, par exemple, ceux qui prétendent avoir gagné, qui occuperont des postes clés, de façon à aller vers le prochain. Tout de suite. Dans ce cas-là, il faudra abroger. Donc, vous parlez déjà d'une cohabitation politique. Une cohabitation. Si besoin en est, aller vers une cohabitation, mais pas pour aller jusqu'au bout de ce mandat. Il faudra abréger cette mandature, donc l'abréger, se fixer un temps raisonnable, pour lequel on peut arriver à aller très rapidement aux élections. Donc ça, c'est la deuxième avenue. La troisième, je ne sais pas si on pourrait mettre de côté ceux qui sont là pour le moment, peut-être instituer un gouvernement de technocrates et des gens qui dirigeraient temporairement le pays en attendant d'organiser les élections. Voilà, donc c'est vraiment vers ces trois perspectives-là qu'on peut se cheminer. Mais là, une fois de plus, c'est une question de politiciens, c'est-à-dire de voir qu'est-ce qui serait mieux de faire. En tout cas, pour le moment, le pays est en train de vivre l'impasse et ça ne peut pas continuer comme ça. Il y a des groupes comme Apareco et de plus en plus on voit des généraux de l'armée régulière du Congo qui se révoltent carrément en disant qu'ils n'ont pas affaire à un gouvernement légitime et ils considèrent l'option de la force. Et d'ailleurs, pas plus tard que la semaine passée, on a eu écho que Kabila a fait l'objet d'une tentative d'un coup d'État. Son convoi a été fusillé et on n'a pas rattrapé les personnes qui seraient responsables de cet acte. Est-ce que vous pensez, avec un gouvernement qui semble avoir présenté ses muscles, qui semble avoir démontré qu'il n'est pas prêt à négocier quoi que ce soit, avec qui que ce soit, d'autant plus qu'il se considère légitime, qu'on pourrait parvenir à un accord négocié, je dirais, à une cohabitation négociée? Est-ce que ça ne serait pas, une fois de plus, leur donner la chance justement de gagner dans le temps, et le temps passe, et puis bon, on parlera plus de prochaines échéances qui seraient les élections de 2016? Non, c'est pas question de leur donner de la chance, c'est question d'être réaliste. C'est question d'être réaliste. Bon, on se disait, bon, nous sommes encore dans le temps, on attend encore l'impérium. Est-ce que cet impérium qui a été promis par le président élu va venir? On ne le sait pas. S'il va venir, on ne sait même pas quand est-ce qu'il va venir. Mais s'il y a des gens, on le sait qu'il y a l'Apareco par exemple qui prône la force, il y a les troupes de général ici, Mounene, qui prône aussi la force. Il y a le lieutenant général ici, John Chibang, qui est là, qui prône aussi la force. Nous sommes là, on regarde, on attend. Toujours est-il que jusqu'ici, il n'y a rien qui se passe sur le terrain, bien qu'il y ait des escarmouches, quelques tentatives d'ici et là pour déstabiliser le gouvernement illégal qui est en place. Mais moi je crois que la solution aurait pu venir de la population. Parce que si la population s'est levée, et pas pour un jour, se lever vraiment pour dire que non, on en a assez. Je crois que ces régimes-là, qui est déjà aux abois, arrivera à terme. Il y a quand même la réprimande, on leur tire à balles réelles, à bout portant, à chaque fois qu'il y a tentative de manifestation. Est-ce que vous attribuez une faute quelconque à cette population qui est endormie, qui prend finalement conscience qu'il faut se mettre debout et qui a quelque part aussi moins peur de la mort? Non, la population congolaise n'a pas tort. Si on regarde objectivement, il y a ceux qui croient que la population est à mort, fait ne bouge pas, c'est tout ça. Non, la population a fait sa part.
La population a fait sa part, elle aurait pu en faire davantage. Ça, on ne peut pas le nier. Elle aurait pu en faire davantage. Mais le problème ici, c'est que vraiment, c'est l'implication. Parce que le problème du Congo, c'est pas seulement